Alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Est-ce que vous nous entendez bien? N'hésitez pas à nous indiquer dans le chat. Alors, je vais refaire un petit essai son pour vérifier que tout le monde nous entend bien. Alors, bonjour Anne, Joël. Alida, Martine, Alexandra, tout le monde nous entend? N'hésitez pas à mettre un petit oui si vous nous entendez en passant par Parfait. le chat. Parfait, merci beaucoup. Alors, je me présente juste le temps de laisser le dernier participant arriver. Bonjour Emmanuel. Donc, alors moi, je suis, et bonjour Joël. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent aussi. Moi, je suis Nathalie de Hurtevent de l'agence Audace. On est ensemble pour 1 heure. Je vais laisser la parole sur ce webinaire à Jérôme et Thierry, donc qui se présenteront, hein. Voilà, je suis derrière, je suis là en backup si besoin. Je regarde le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis on y répondra au fil de la présentation. Voilà, je laisse la parole du coup à Thierry. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry Kossielniak, je suis le président de France Immersive Learning et ce webinaire a été co-organisé avec Audace et France Immersive Learning. Donc, si vous ne connaissez pas cette association, France Immersive Learning, il s'agit de l'association qui réunit tous les acteurs de l'utilisation des technologies immersives pour enseigner et former. Et tous les acteurs donc, dans cette association non à but lucratif type loi 1901. Nous avons à la fois les producteurs de contenu, hein, toutes les sociétés telles Audace qui produisent des contenus pour un certain nombre d'utilisateurs, mais aussi les utilisateurs eux-mêmes, donc ceux qui vont utiliser ces technologies, ce qui permet d'avoir un écosystème qui représente toute la filière française de l'immersive learning. Donc, moi, je vous engage à aller sur le site de l'association. Pour ceux qui veulent adhérer, ce sera avec le plus grand plaisir que nous accueillerons. Parmi les activités que nous proposons, hein, des petits déjeuners chez les membres, des webinars comme celui-ci qu'on co-organise souvent avec des adhérents, ainsi qu'une newsletter. Nous avons eu le plaisir aussi de réaliser un guide qui s'appelle Tout savoir sur l'immersive learning. Donc, s'il faut retenir quelque chose de mon intervention, c'est ça. Je vais vous mettre le lien dans le chat et vous pourrez télécharger gratuitement ce livre qui est la somme d'un travail énorme des adhérents de France Immersive Learning avec notre directrice Vanessa Pénélope qui a coordonné tout ce travail. Donc, alors j'ai aussi un petit dédoublement de personnalité à faire en cours de route, puisque je ne suis pas que président de cette association. Je travaille aussi à l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'ENSAM. Et aux arts et métiers, je travaille sur des jumeaux numériques immersifs qui sont parfaitement, je pense, dans la cible de ce que Jérôme va nous décrire, à savoir des compétences pour les ingénieurs maîtrisées grâce à la formation immersive dans l'industrie, puisque l'École des arts et métiers forme des ingénieurs pour le génie industriel. Voici, c'était mon intro et je reste jusqu'à la fin. J'écoute avec plaisir Jérôme nous présenter et je serai prêt à répondre peut-être à des questions avec lui à la fin de son intervention.
Merci Thierry, et n'hésite pas à apporter des commentaires au cours de la présentation, puisque tu possèdes effectivement toute l'expertise nécessaire pour le faire. Donc, je suis Jérôme Poulain, société Audace. Je suis directeur associé de la structure et cofondateur en 1999. Donc, ça fait maintenant quelques années, un peu plus de 25 ans que j'ai le plaisir en fait de proposer des services en conception et développement d'outils de formation uniquement digital. Alors, ça commence par les modules de formation e-learning, les serious games, les dispositifs immersifs, nous allons en parler aujourd'hui, et il existe aussi une division communication au sein de notre entreprise. Audace, c'est 30 collaborateurs, basés essentiellement au nord de la France, et avec une agence également en Nouvelle-Aquitaine. Notre portefeuille client aujourd'hui est composé essentiellement d'industriels. Nathalie, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Et alors, juste Nathalie, tu peux passer à la diapo. Ouais, vous voyez bien là, je pense. Oui, Non, est-ce que vous voyez bien? nous ne sommes pas sur. Voilà, tout à fait. Là, c'est Oui, bon. oui, d'accord. Il y a peut-être un petit temps de latence, excusez-moi. Il y a un peu de latence. Donc, je disais que nous fondons en fait notre portefeuille client autour de 9 contrats cadres avec qui nous collaborons naturellement toute l'année, des entreprises comme Air France, le groupe Orano dans le monde du nucléaire, Total Energy, RTE, Naval Group, l'Aftral, la SNCF, l'EFS, ainsi que le CNFPT. Ce sont des entreprises avec qui nous pouvons facilement, grâce à ces contrats cadres, développer des outils, puisqu'il n'y a plus de discussion des tarifs ou à la marge, et surtout plus de problématiques administratives pour pouvoir lancer ces projets. Nos clients sont composés naturellement d'industriels, puisqu'en fait, Audace est né dans le monde de l'industrie, notamment de l'industrie lourde, puisque notre premier client historique est le groupe ArcelorMittal, avec qui nous avons collaboré sur l'ensemble des outils de formation que j'évoquais tout à l'heure. Puis le monde des transports, avec qui nous travaillons également beaucoup, le monde de la logistique, vous allez le voir dans les exemples. Et tout ça, en fait, nous a conduit à proposer nos services aussi, depuis 2007, au monde de la santé, qui s'est intéressé un peu plus tard que l'industrie, mais avec beaucoup de passion aujourd'hui, à ce type d'outils, et qui permet aussi de résoudre un ensemble de problématiques qui sont des problématiques qu'on va voir juste après, mais telles que la problématique de la présence de la personne au sein du service ou au sein du soin au moment où on le réalise effectivement. Notamment les techniques immersives permettent ce genre de techniques. Le monde de la formation continue également. Beaucoup de centres de formation aujourd'hui utilisent nos services soit pour les accompagner dans la conception de leurs outils, soit uniquement dans la production de moyens pédagogiques dont ils ont besoin. Et enfin, le monde et l'univers tertiaire est venu rejoindre notre portefeuille client, et bien tout simplement se saisissant d'expertise que nous avons, notamment dans la sécurité incendie, dans l'onboarding, dans les formations liées à la compliance. On peut attaquer la présentation maintenant que nous connaissons tous Audace. Alors, l'immersive en quelques mots, chez Audace, en fait, nous allons travailler l'ensemble des techniques qui sont à la disposition en fait des pédagogues pour pouvoir transmettre une compétence. Et donc, nous sommes bien dans un processus d'apprentissage. La réalité virtuelle est un des éléments phares de ce type de procédure, car elle permet une véritable immersion dans un environnement. On va y revenir, immersion, immergo, on est vraiment dans la mer, on est au cœur du dispositif. La réalité augmentée, elle, permet de venir ajouter des informations, des interactions au sein d'un visuel qui, lui, est un visuel normal. Donc, j'utilise par exemple ma tablette pour identifier un objet en feu, on le voit ici, mais dans mon couloir, c'est-à-dire dans mon bureau, je peux déclencher effectivement un départ de feu en corbeille et je vais devoir intervenir. Et enfin, la réalité mixte qui a un peu balbutié au début. On a eu du mal à la positionner
dans les dispositifs pédagogiques. Et puis, avec l'arrivée des derniers casques, effectivement, c'est beaucoup plus facile maintenant d'imaginer des choses. Et donc là, on est un peu à mi-chemin entre faire apparaître des éléments dans une réalité ou se plonger dans un environnement immersif, mais en ajoutant en fait des interactions sur des objets réels. Voilà. Et ce type de dispositif, aujourd'hui, eh bien, on peut les déployer. Ici, un exemple réalisé avec le groupe Orano, où effectivement l'opérateur est en combinaison intégrale, il porte ses lunettes et puis il va pouvoir accéder à un certain nombre d'informations de son logiciel. Il va pouvoir aussi identifier autour de lui les points rayonnants pour éviter de prendre de la dose quand il déambule au sein des ateliers. Alors, on parlait tout à l'heure de Immergo. Voilà, il est très important de replacer les capacités de l'immersif et de les repositionner sur vraiment ces fondamentaux. Alors, il y a une étude qui existe, vous m'excuserez de l'accent anglais, mais c'est une experte qui s'appelle Corinne Olbrich-Pagano qui avait créé en fait une première approche et qui diffusait en fait l'immersion sur trois grands principes fondamentaux. Le premier, le réalisme de l'environnement. Il faut que l'environnement soit vraiment celui de l'opérateur pour que il ne soit pas en présence d'un dispositif de formation, mais il soit plongé dans l'environnement réel de travail. Et c'est à ce prix qu'en fait, il va apporter un taux d'attention qui est celui du professionnel et qui va être mis à l'épreuve via les interactions qu'on va lui proposer. La seconde, c'est un processus, une réussite dans l'action. Et donc, on va imaginer en fait tout un ensemble de scénarios que la personne va vivre. Il y a des étapes, il y a des choses à valider dans ces étapes, il y a des choses qu'on va pouvoir faire en plus, il y a des choses qui vont nous coûter peut-être des points de la vie selon les types de scénarios. Mais en tout cas, il y a toujours un début des étapes et une fin. Et cette fin doit être mise en valeur au travers d'un résultat qui est palpable. Alors, on verra après, on peut s'évaluer au fur et à mesure, plutôt proposer en fait des interactions formatives, pour pouvoir donner des inputs à la personne sur ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle fait bien et ce qu'elle fait pas bien. Et également, peut-être aussi quelque chose qui est plus de l'ordre de la reconnaissance du père ou du compagnonnage, où effectivement, à la fin de la formation, on va obtenir un résultat. Ce résultat, s'il est compatible avec un barème, ça va permettre effectivement de valider que la personne a atteint un niveau et pourquoi pas la certifier sur cette prise de compétence. Et enfin, il y a vraiment cette idée aussi de présence, et cette présence, en fait, c'est se sentir connecté. Et se sentir connecté notamment dans la réalité virtuelle, eh bien, pour cela, il faut mobiliser tout un ensemble de fonctions qui sont présentées ici et qui permettent, en fait, d'être plus en adéquation, plus imprégné, plus sensible à l'expérience qu'on est en train de vivre, notamment les fonctions motrices. Donc, c'est l'engagement du corps dans l'action. Donc, il n'y a pas seulement qu'un casque. On peut également équiper la personne avec un tapis de marche. On peut également prendre en fait la palpation. On peut jauger la force qu'elle engage dans l'action qu'elle est en train de réaliser, ou que c'est elle qui ressente en fait les effets en fait de son action et de son positionnement. On peut récupérer la main, on peut récupérer le positionnement de la main, la gestuelle, et donc on va permettre aussi de travailler sur un certain nombre d'habiletés. On va pouvoir vérifier que la personne a une certaine résistance à l'effort. Si le processus qu'on lui demande nécessite, par exemple, plusieurs gestes techniques qui demandent de la force, plus des déplacements, ben, il faut vérifier que cette personne puisse le faire, c'est-à-dire quelle est la forme, là, pour le coup, physique, la résistance, pour pouvoir réaliser l'effort nécessaire à la réalisation de la tâche. Et enfin, pourquoi pas lui proposer un certain nombre de répétitions, car certains gestes techniques demandent un practice, comme au golf, où il faut répéter, 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 répéter 100 fois le même geste pour que le geste devienne à la fois automatique
et conforme à l'attendu. Il y a également des fonctions qui sont là des fonctions plus émotionnelles, puisque l'immersion, par sa caractérisation propre, permet effectivement de développer un certain nombre de relations émotionnelles à ce que l'on est en train de toucher, d'entendre, de sentir. Par exemple, on peut travailler sur le développement de la confiance en soi ou envers les autres. Donc, je suis au sein d'une équipe, j'ai besoin de cette équipe pour quelqu'un pour qui ça n'est pas naturel, eh bien ça peut effectivement lui montrer que sans l'équipe, en fait, il ne peut réaliser la mission, il peut progresser et en tout cas, il va le faire avec beaucoup de risques. Mais ça peut être aussi prendre de la confiance en soi. Vous allez voir tout à l'heure, on va vous proposer un exemple qui se situe dans une centrale nucléaire où il faut aller débrocher un disjoncteur 6,6 mégawatts, donc un niveau de stress énorme, un bruit impressionnant quand on rebroche le disjoncteur. Ça, ce sont des choses qui peuvent effectivement, qu'on peut expérimenter par le son, par la relation à l'outil et la résistance, mais qu'on va pouvoir effectivement, on va pouvoir familiariser en fait l'opérateur avec ce type de manipulations qui sont peur en fait. Il faut être très clair, le niveau de stress est très élevé. Ça permet de développer sa vigilance, donc plus avoir une vigilance qui est que vous vis-à-vis de moi. C'est une vigilance qui va être une vigilance 360 degrés. Être vigilant vis-à-vis de soi, mais aussi être vigilant vis-à-vis des autres, ce que les autres peuvent vous faire, mais aussi vous, comment vous pouvez aider à ce que l'accident n'arrive pas pour les autres. C'est l'expérimentation aussi de ses limites, puisqu'on va pouvoir assez facilement reconstruire un visuel et une sensation qui va permettre de positionner la personne dans sa condition réelle d'exercice. Je pense par exemple à un simulateur de nacelle que nous avons produit où on a un mode où on permet à la personne de monter jusqu'à 100 mètres de hauteur dans la nacelle. Ça bouge, et le vertige est là. C'est-à-dire que la personne qui vraiment aurait ce type de problématique, autant qu'on le découvre de manière initiale dans la formation, plutôt que on se rende compte qu'elle a le vertige en cas de l'exercice de son métier. Puis, ça finit généralement tout ça par des accidents. On peut également capter tout un ensemble de données physiologiques en positionnant des capteurs sur la personne. Il existe des bracelets, ce genre d'outils qui permettent en fait de capter le rythme cardiaque, de capter la conductance électrique, donc finalement la transpiration finalement de la personne et donc son niveau de stress, et puis en même temps la température que la personne, puisque dans certaines conditions, en fait, la température du corps peut augmenter sur de la gestion de stress notamment. Et donc, ces données physiologiques permettent en fait de comprendre comment la personne réagit par rapport à des situations types. Je pense par exemple à des conducteurs de ponts roulants sur des métiers extrêmement à risque et sensibles, où effectivement, en captant ces données physiologiques, en les renvoyant visuellement au pontier, eh bien, ça lui permet de mieux maîtriser en fait et de comprendre comment en fait il évolue au travers de comment son stress évolue du stress positif à un stress qui devient négatif et comment il évolue en fait au sein de scénarisations qui lui sont proposées. On peut également déclencher par le formateur un certain nombre d'incidents, comme par exemple le décrochement, la casse du lin, le décrochement d'une poche d'acier en fusion qui prend du ballon dans l'atelier. Et là, effectivement, on va pouvoir mesurer la capacité de la personne à réagir et non pas se bloquer et subir finalement l'incident. Les fonctions sensorielles ne sont pas en reste, puisqu'on peut effectivement ressentir l'environnement, on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être de l'ambiance, donc le son est très important dans l'immersion. On peut spatialiser le son de manière à avoir des sons directifs, des sons qui apparaissent, qui disparaissent, qui arrivent de droite vers la gauche, qui progressent, qui se diminuent. Ça peut être également
le travail de la vibration. Donc, on peut obtenir un certain nombre d'éléments comme des plateformes de vibration qui permettent de retranscrire, par exemple, le travail de quelqu'un avec un marteau-piqueur, qui, en même temps, a un son extrêmement fort dans les oreilles, diminué par son casque, mais finalement, il devient extrêmement sensible à l'environnement, puisque il vibre, il l'entend très mal. Et donc, imaginez faire ça au bord d'une route, avec des véhicules qui passent tout près. Il faut que les conditions de sécurité soient réunies, mais en même temps, lui, il peut expérimenter ce travail finalement en milieu à risque, en le reconstituant. On peut également introduire des odeurs. Il existe des diffuseurs qui se positionnent sur les casques de réalité virtuelle notamment, et qui permettent, eux, de ressentir une odeur qui peut être une odeur incendie, par exemple, une odeur chimique, par exemple, et donc de encore plus immerger l'apprenant dans la scénarisation, à tel point que souvent les personnes qui sont au début de leurs expériences immersives sourient en mettant les casques. Ils ont un peu l'impression que ça puisse être quelque part un jouet, et puis très très vite, avec l'ensemble de la mobilisation de ces fonctions motrices, émotionnelles, sensorielles, et ben très très vite, je peux vous assurer qu'ils deviennent, ils se transforment. On voit sur leur visage que ça y est, ils sont dans le scénario, et là on ne rigole plus, on est vraiment en train de faire son job. Alors, Jérôme, excuse-moi, je me permets de t'interrompre, oui, mais je voudrais te poser une question qui nous est posée dans le chat concernant les technos, juste pour qu'on soit bien tous raccord. Emmanuel nous pose la question. Jusque-là, je voyais plutôt la réalité mixte comme une variante de la réalité augmentée avec des interactions bien plus poussées, ces dernières étant en principe très limitées en réalité augmentée. Pourrez-vous donner des exemples de ce que vous considérez comme relevant de la réalité mixte? oui, bien sûr. Alors, j'en ai montré un tout à l'heure, hein, c'est-à-dire là, on utilisait en fait une technologie qui est le casque HoloLens, que vous voyez ici sur la droite, hein. On l'aperçoit, hein, parce que ils ne peuvent pas le porter sans une combinaison intégrale ventilée, sinon le casque, une petite poussière et il partirait à la poubelle. Ce serait dommage un casque à ce prix-là. Mais toujours est-il que, en fait, on va venir ajouter euh, dans la réalité, c'est-à-dire que la personne voit effectivement l'atelier, un peu comme la réalité augmentée qu'on voit à côté, sauf qu'on ne va pas utiliser un média qui va être un téléphone ou une tablette, on va utiliser les lunettes, et dans les lunettes, en fait, on va pouvoir augmenter cette réalité d'un certain nombre de choses qu'on va pouvoir faire apparaître. Alors, ça peut être du visuel. Là, en l'occurrence, vous voyez, on fait apparaître son logiciel. Il a la possibilité, via ses doigts, de cocher des cases et qui lui permettent d'aller valider un certain nombre de choses qu'il réalise sans devoir en fait ressortir de l'atelier, se redéshabiller pour aller pointer des choses. On va pouvoir afficher également du son. Donc, on va permettre aussi à la personne, par exemple, d'être en lien en direct avec un autre intervenant qui, lui, reste à l'extérieur et qui peut être un expert qui le guide, qui l'oriente. Il peut aussi, par exemple, réaliser une procédure en réalité mixte, c'est-à-dire que devant l'armoire électrique, eh bien, il va lui guider à la voix le fait qu'il progresse dans la réalisation du processus. Et puis en même temps, il a des feedbacks qui lui disent, bah voilà, l'étape suivante, tu vas devoir ouvrir l'armoire, tu vas utiliser la clé Allen numéro 4 pour faire ça. Attention, en ouvrant l'armoire, risque d'électrocution, etc., etc. C'est juste un exemple, hein. Mais ça permet effectivement de faire ce genre de choses. Là, nous avons travaillé également, par exemple, sur un moteur diesel de camion. Et le client, en fait, via un casque de réalité mixte, a la possibilité de voir apparaître en fait tous les flux et tous les composants en fait du moteur. Et là, c'est là où on peut encore plus mixer, c'est-à-dire que non seulement là, on peut mixer le fait qu'il a un vrai moteur devant lui, il fait apparaître le réseau électrique, le réseau électronique, le réseau des fluides, l'huile, le carburant, etc., etc. Mais en plus, on peut aussi du coup zapper le mode et passer sur un mode où le moteur devient virtuel. Et puis là, on peut, via tout un ensemble de manipulations, bah, décomposer le moteur et aller voir à l'intérieur, diagnostiquer un certain nombre de choses, puis refermer et
venir proposer sur la maquette réelle un diagnostic avec des hypothèses et puis ensuite demander la validation pour voir si la personne a trouvé d'où venait la panne. Alors, tout ça se faisait autrefois avec des outils didactiques, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des boîtes, on ouvrait les boîtes, on coupait les circuits, et puis ensuite, la personne sur le moteur faisait la même chose, mais voilà, avec l'outil de RTMX, on peut aller beaucoup plus loin, puisqu'on peut zapper d'un monde virtuel à un monde réel plus média, et on peut également du coup visualiser en fait un certain nombre de pannes qu'on ne pouvait pas faire sans tout démonter à la mano auparavant. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, on peut faire ça par exemple avec aujourd'hui un Quest 3 qui permet en fait de proposer des interactions en réalité mixte plutôt de bonne qualité, tout au moins pour la formation. Alors, je reviens, si vous le voulez bien, je reviens à la pédagogie, puisque la pédagogie, c'est quand même le cœur de notre métier dans le monde de la formation. Le dispositif, c'est-à-dire le dispositif immersif, n'est finalement qu'une modalité de formation qui permet de satisfaire à des objectifs pédagogiques qui ont été initiés en amont du choix, effectivement, du modèle technique de réalisation du dispositif. Et donc, tout simplement, on va repartir de choses plutôt simples et essentielles qui sont effectivement qu'est-ce que je veux transmettre à mon apprenant, de quoi est-il capable, quels seront les éléments dont il sera capable de reproduire, d'identifier, de reproduire, d'analyser, de synthétiser, de rebondir pour aller plus loin dans, par exemple, la compréhension d'un phénomène et puis l'application sur un métier réel, par exemple. Mais il faut toujours avoir en tête que c'est d'abord la pédagogie qui est au cœur du dispositif. Pourquoi le dispositif immersif est intéressant? Eh bien aussi parce que il facilite véritablement la médiation entre l'outil, entre la machine, entre le processus et l'apprenant. En ayant une visualisation tout à fait concrète, on sait que très peu de personnes sont capables d'abstraction réelle. Et alors oui, dans les écoles d'ingénieurs, effectivement, il y en a un petit peu plus en moyenne que dans les CAP mécaniciens auto, mais dans tous les cas, proposer un outil qui va permettre d'être tout à fait dans le concret, de manière pragmatique et de manière au plus proche du réel, est un vrai enjeu aujourd'hui de formation pour pouvoir procéder au transfert du volume de connaissances nécessaires. Je rappelle que le CAP de mécanicien automobile, si vous revenez 20 ans en arrière, c'était 30 pages de contenu. Aujourd'hui, c'est 300 pages. Donc, et ils ne peuvent pas tout voir parce qu'aujourd'hui, le volume de véhicules, la technicité de ces véhicules, le bondissement du volume d'électronique dans ces véhicules, et donc toutes les connaissances qui ne sont plus que mécaniques, mais qui sont aussi électroniques, électriques, de pilotage, de programmation, sont aujourd'hui des compétences dont on a besoin pour travailler sur un véhicule, qui peut être aujourd'hui effectivement ou diesel ou essence, comme c'était le cas dans le temps, mais qui peut être aussi GPL aujourd'hui, qui peut être électrique. Et là, effectivement, c'est tout un nouvel univers de mécanique qui s'ouvre. Et on va le voir, on a travaillé pour Renault Industrie sur ce sujet. Et la maîtrise de la technologie nécessite beaucoup de formation continue aujourd'hui parce que effectivement, les programmes de formation initiale deviennent de plus en plus importants avec des notions qui ne sont pas du tout les notions qui étaient du niveau du CAP 20 ans en arrière. Alors, avant d'attaquer les pédagogies, on voulait juste faire un petit point sur des études qui portent sur l'impact de l'immersive learning, justement en rapport avec
en comparaison avec la formation présentielle. Et on verra ensuite plusieurs cas de figure et plusieurs cas concrets d'application et de compétences, puisque c'est ça, c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, des compétences que peuvent acquérir les opérateurs, etc., grâce à l'immersive learning. Voilà, tout à fait. Alors, les éléments que nous vous proposons ici sont le fruit effectivement de véritables études. Si vous souhaitez, demandez-les-nous par le chat, on vous indiquera comment retrouver ces éléments en fait sur le web. Alors, une première étude PwC qui est de 2022 et qui a été réalisée par l'US Metaverse Survey et qui permet en fait effectivement de valider que les personnes qui ont réaliser tout un ensemble de processus de formation en utilisant les technologies immersives augmente un certain nombre de capacités, et notamment des soft skills, comme par exemple la confiance en soi, notamment dans le cadre de la pratique des actes, alors que ce soit un geste pour le chirurgien ou que ce soit un soin pour l'infirmière, l'infirmier. Ils sont beaucoup plus confiants en l'ayant réalisé et en l'ayant testé, en ayant vu les effets, en ayant testé les différents effets, en ayant testé tout ce qui peut arriver, hein, tous les modes dégradés, on va dire, du soin. Et puis en même temps, l'avoir réalisé devient véritablement, enfin, s'ancre dans la mémoire du soignant, et ça permet d'être beaucoup plus confiant en soi. Le niveau de concentration nécessaire à l'immersion est plus élevé qu'en présentiel. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous chaussez le casque, vous êtes encore une fois immergé. Et quand vous êtes immergé, vous êtes coupé en fait du monde réel, vous êtes coupé de vos collègues qui sont autour de vous, vous êtes coupé des inputs d'environnement d'une salle de formation. Par contre, vous restez connecté avec le scénario, vous restez connecté avec le formateur qui peut soit vous guider, soit entrer lui-même dans la réalité virtuelle. Hein. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Et donc, du coup, le niveau de concentration que vous allez donner dans le cadre de cette expérience va être beaucoup plus fort. Et dans cette étude, il décide qu'elle est 4 fois plus forte. Vous êtes également plus connecté émotionnellement. Alors, les deux vont ensemble, hein, très clairement. Vous êtes plus concentré, mais c'est aussi parce que émotionnellement, c'est beaucoup plus fort. Forcément, quand je regarde quelque chose, une animation sur un écran, ou quand je regarde un tableau avec des schémas ou des infographies, c'est pas du tout la même chose que effectivement vivre en fait le processus. Alors les deux vont ensemble aussi. Hein, je n'écarte pas du tout la partie prise de connaissance. Et chez Audace, on a plutôt l'expérience de dire que effectivement, la réalité virtuelle pourrait être comme le bon outil pour transmettre de la connaissance. Alors, sauf peut-être dans des environnements de découverte, mais sinon, c'est pas forcément le bon média. C'est plutôt travaillera mieux ces éléments-là, alors soit en présentiel, soit en formation digitale type e-learning. Par contre, la mise en pratique, la mise en œuvre de ce qu'on en a appris, la mise en œuvre de la théorie dans le cadre de l'immersif se prête vraiment en pédagogie inductive. C'est à moi d'avancer dans le scénario, c'est à moi d'aller chercher les éléments, c'est à moi d'aller chercher les outils. Et je vais construire en fait mon expérience de manière interactive. Il y a d'autres études, hein, comme celle effectivement que vous avez sur la droite, où on sait aussi que de manière générale, le taux d'erreur baisse quand on a pratiqué, mais ça peut vous paraître un peu trivial de dire ça, hein. Plus je pratique, plus je baisse mon taux d'erreur. Mais il s'agit toujours d'avoir une étude qui permette de le prouver hein, scientifiquement, avec une approche protocolée et contrôlée. Donc, c'est toujours intéressant de voir ces études où, effectivement, on obtient des bons résultats et que ces résultats ont été vérifiés. Donc, on sait aussi que, par exemple, des opérateurs peuvent être 29% plus rapides dans le cadre de la réalisation des actes qui leur sont proposés, mais aussi parce que
cet acte est devenu un peu naturel, il est devenu simple et je le maîtrise tout à fait. Et donc, fatalement, plutôt que de réviser et de me repasser en tête le processus sur ma paillasse avant d'entrer dans la chambre du patient, parce que voilà, la transfusion, effectivement, bon, je l'ai vu théoriquement, mais là, c'est l'une de mes premières fois. Ben non, avec la réalité virtuelle, vous pouvez vraiment pratiquer, vraiment travailler votre questionnement avec le patient, observer le patient et observer physiquement comment il est, c'est le moment, est-ce qu'il est capable, comment il réagit, et vous allez pouvoir aussi identifier des réactions, qu'elles soient cognitives ou des réactions cutanées, par exemple, en cas de problème. Alors, intéressant de voir comment ça impacte en fait sur notre mémoire procédurale. Chez Audace, on a créé une petite, très modestement, une petite taxonomie des sujets sur lesquels la réalité virtuelle est vraiment tout à fait pertinente. Et en fait, on retrouve ces éléments de cette manière. Alors, le premier élément, c'est quand c'est risqué, quand l'apprentissage se déroule dans des environnements dangereux. Alors, naturellement, on ne peut plus aujourd'hui emmener des collaborateurs en vrai dans une centrale nucléaire juste pour se former, et encore moins avec un groupe de personnes qui vont se former sur site. C'est vrai dans la sidérurgie, c'est vrai même aujourd'hui dans des manufactures où le volume de risque est trop important pour exposer les personnes à simplement la visualisation de la manière dont la machine tourne et dont la ligne de production se fonctionne. D'autant plus que la vraie machine, vous ne pourrez pas enlever les capots, vous ne pourrez pas l'arrêter, vous ne pourrez pas la faire redémarrer, vous ne pourrez pas la régler, vous ne pourrez rien faire qu'observer une machine qui tourne normalement, et le volume d'intérêt de faire ça est plutôt limité, alors que en réalité virtuelle, on peut faire tout ce qui ne va pas et tout ce qui est rare. C'est la deuxième catégorie de procédures, quand les procédures sont rares, comme par exemple réalisées via une perche qui est très longue et avec laquelle on va aller chercher des petits objets qui sont tombés dans des fonds de piscine dans le nucléaire, dans le bâtiment réacteur. Et là, effectivement, à la fois le niveau de stress, l'habileté sont des éléments qui sont des compétences clés pour pouvoir réaliser ce type de manipulation. Et ça, on va pouvoir le recréer. Oui, ici, tant qu'on l'a recréé avec une fausse perche, c'est-à-dire que la personne a vraiment une perche dans les mains, elle a vraiment la sensation, avec une perche qui a une résistance, qui permet d'avoir effectivement cette relation à la perche qui est longue et qui va chercher un objet au fond de piscine, et en même temps avec la résistance de l'eau. Et voilà, on peut recréer tous ces éléments-là pour vraiment s'approcher en répétition de cette intervention qui est extrêmement rare. La répétition, on en parle, c'est vraiment le troisième cas typique quand on prévoit une opération sensible et qu'il faut maîtriser la technicité. Là, en l'occurrence, vous verrez l'exemple tout à l'heure, ce sont des jumpers, ce sont des personnes qui doivent sauter par un sas qui est un tout petit sas, un peu comme dans les sous-marins, vous voyez. Et une fois à l'intérieur, il est dans le générateur de vapeur et il va devoir démonter un certain nombre de choses. C'est un endroit radioactif. Il ne faut pas y rester longtemps. Il ne faut même pas y rester plus de quelques minutes. Donc, plus d'une minute 30, ouais. C'est un exercice qui dure 1 minute 30. Voilà. Donc, oui, en fait, l'intérêt véritablement de pouvoir avoir un outil qui permette de répéter ce geste et en même temps de s'initier à tout ce qui peut ne pas aller. Puisqu'une fois qu'on y est, c'est pas le moment de se dire tiens, j'ai pas la bonne clé, ou le pas du boulon est un peu abîmé, et donc qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas utiliser ma clé normale, qu'est-ce que je fais? Etc. etc. J'ai quelque chose qui est bloqué. Voilà, on va initier la personne à tout ce qui peut arriver de manière effectivement à limiter son temps d'intervention. Et enfin, le quatrième élément, là, en fait, on n'est pas dans la répétition au sens du théâtre, où je répète la scène. Là, on est vraiment dans le caractère répétitif. Et là, on va valider le fait qu'une personne, ici, vous êtes chez Bridgestone, dans les formations d'opérateurs de ligne de production,
Là, on ne va pas valider que la personne sache monter un pneumatique, mais on va valider que la personne sache monter 160, 170 pneus par jour. Et donc, sa capacité à avoir acquis une posture, un geste, des réflexes est vraiment fondamentale pour réussir à prendre le poste en production. Alors, le temps tourne, on a pas mal d'exemples à vous montrer. Donc, Jérôme, juste peut-être un petit mot rapide sur les différentes formes de pédagogie qu'on peut retrouver en immersive learning, sachant que nos exemples qu'on va montrer, et pour la plupart en vidéo, l'illustrent, je pense, assez bien. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, pour ceux qui veulent pousser un peu sur la partie pédagogie, je suis vraiment à leur disposition, parce que c'est plutôt moi mon expertise. Ici, on en présente quelques-unes, quelques formes d'utilisation de pédagogie. Alors, bien sûr, il y a le caractère expérientiel. Imaginez bien, on vient d'en discuter, le caractère immersif, on en a parlé également. Il y a l'aspect collaboratif qu'on n'a pas encore poussé et qui est vraiment fondamental aussi. N'oubliez pas qu'en réalité virtuelle, on n'est pas obligé de partir seul, on peut être à plusieurs, on peut être même très nombreux. On peut créer un métavers, par exemple, sur une thématique logistique, où on va partir à plusieurs apprenants dans l'environnement. On peut aussi travailler en collaboration avec différents autres acteurs qui vont aussi chausser des casques, mais qui ne font pas le même métier que vous. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a une collaboration, il y a une complémentarité entre les personnes. Il y en a un qui va conduire le chariot, l'autre va créer le colis, le troisième va réaliser toute la partie administrative. Bon, il y a moyen de créer des collaborations et qui permettent en fait d'être de plus en plus proches du réel. Ça permet également, bien sûr, de travailler sur des modélisations de situations complexes, où là, effectivement, certainement, nous en reparlerons après sur les jumeaux numériques. Donc, chez nous, en fait, on part la plupart du temps sur le concept du jumeau numérique. Dans la formation, il s'agit en fait de savoir jusqu'où on va. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut recréer un jumeau numérique complet avec tous les processus de la machine. On a fait ça chez Michelin, par exemple, avec des lignes de production de pneumatiques, où vraiment on est sur un véritable jumeau numérique de la machine, hein, avec on recrée également toutes les altérations, les réglages, hein, tout ce que compose en fait le modèle. Mais on peut aussi ne pas aller aussi loin. C'est quand il s'agit, par exemple, de proposer à une personne une déambulation dans un environnement. Là, on est dans un décor de cinéma, on est dans un décor de film de western. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez effectivement toutes les façades du saloon, etc. Mais derrière, il y a rien. Donc voilà, l'expérience n'en sera pas moins intéressante, mais effectivement, il faut toujours se poser la question, notamment en question de coût, de jusqu'où on va dans la complexité à la fois de la modélisation de l'environnement et des processus présents dans cet environnement. L'apprentissage peut être aussi adaptatif, n'oubliez pas, hein, c'est-à-dire que les scénarios proposés peuvent évoluer par rapport à ce qu'on constate de la pratique de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment débutant, ben, elle va prendre du temps pour agir, pour cliquer, pour se déplacer, on le voit bien. Et donc là, on peut tout à fait greffer des algorithmes qui permettent en fait de repérer ces éléments-là et de proposer un scénario qui va être un peu plus doux dans l'approche et qui va permettre de faciliter une prise de compétences progressive. Par contre, si on repère qu'effectivement la personne est très à l'aise, elle utilise tout de suite les commandes qu'on lui a proposées et tout de suite de manière très pro, et bien là, effectivement, de la même manière, par un algorithme ou par une IA, on peut effectivement proposer des scénarios plus complexes, plus événementiels, plus pointus, vraiment des scénarios d'expertise. Et on ne va pas faire perdre du temps à la personne, puisqu'en fait, le programme a validé le fait que cette personne soit déjà très proche de l'expert, et donc en tout cas dans la maîtrise. Et donc voilà, je vais le pousser encore plus loin sans lui faire perdre du temps. Les programmes ne doivent pas et ne sont pas forcément tous les mêmes pour tous les apprenants. Il faut s'adapter au public que nous avons. Et ça, c'est une chose très complexe que tous les formateurs de salle en présentiel connaissent, hein, puisque parfois dans la salle, il y a vraiment des experts et puis des débutants.
et c'est très complexe de faire un cours équilibré sans satisfaire les uns ou ne pas satisfaire les autres. L'apprentissage peut être également ludifié. On peut injecter dans l'immersion et dans l'expérience un certain nombre de facteurs qui vont permettre de proposer des activités de récompense, des activités de collection d'objets, de collection de badges, qui permettront également d'explorer des niveaux cachés ou de proposer la même expérience, mais sous la forme d'une activité ludique, comme par exemple travailler sur une problématique de processus, mais décaler totalement cette problématique de processus dans un environnement qui peut être par exemple un escape game, par exemple. Voilà. Ensuite, il y a toujours la possibilité de baser la chose sur des scénarios réalistes pour la prise de décision. Et cette prise de décision, on entend bien, c'est soit une prise de décision par une analyse critique, une réflexion, soit une prise de décision par acte réflexe, auquel cas il faut avoir en amont effectivement réalisé ce practice pour que cette décision et cette réaction soient instantanées. Et enfin, effectivement, il y a l'exploration libre d'environnement. Dans certains cas, ça peut être intéressant quand les gens découvrent totalement les environnements. Et ça va être le cas, on va vous montrer un exemple justement réalisé pour la PHP Paris. Alors, on aborde directement du coup les fameuses compétences clés. Hein, donc, on vous en a sélectionné 7. Je te laisse démarrer. Parfait. Alors, dans la manipulation d'équipements complexes, donc ça qui peut être effectivement une compétence clé, on a pris l'exemple de Bridgestone Group. Pour eux, nous avons réalisé en fait une expérience en réalité virtuelle que vous découvrez ici. La personne est sur un tapis de marche de manière à pouvoir déambuler le long de la machine de manière naturelle. Alors pourquoi? Parce que la machine fait une quinzaine de mètres de long, il y a 7 cette posture que vous devez avoir, vous déplacer pour créer en fait votre pneumatique des premières étapes à la dernière étape. La personne le fait et pour se déplacer, eh bien, on a choisi quelque chose de totalement naturel qui est le tapis. En fait, cette formation a lieu, vous voyez, dans le cadre en fait d'une formation plus globale, d'un parcours de formation où il y a différentes étapes, différents médias. Il y a du présentiel, il y a du e-learning, il y a les expériences immersives. Et en fait, ça permet chez Bridgestone de ne plus du tout mobiliser les engins réels. Ça veut dire plus de consommation d'électricité, plus de consommation de consommables. Ça veut dire aussi une neutralité de la formation par rapport au RSE. Hein. Aujourd'hui, ce sont des éléments aussi qu'il faut prendre en compte. Et ça veut dire aussi que les machines ne sont plus bloquées pendant un certain nombre d'heures pour réaliser la formation. Bridgestone Monde estime que ce dispositif au sein des usines a permis une économie de 1 million d'euros par an dans le cadre du processus d'intégration des nouveaux collaborateurs. Donc, ça vous donne l'idée que effectivement, on voit toujours la réalité virtuelle comme quelque chose de cher, mais en l'occurrence là, c'est pas quelque chose de cher, c'est quelque chose d'économique, puisque ça a vraiment permis d'aller plus loin dans la formation, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, notamment il y a un mode fantôme où on peut suivre un opérateur type qui fait toutes les choses du mieux du monde avec le meilleur rythme. On peut aussi se familiariser un certain nombre de problématiques et de malfaçons, de problèmes de qualité. Voilà. Et l'ensemble de ce dispositif, vous voyez, permet une grosse économie au sein de ce groupe. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est eux. Deuxième dispositif, alors là, nous sommes dans des écoles. C'est un F2A, c'est un réseau d'écoles dans les métiers de l'agro-industrie, réseau éducation nationale, tout un ensemble d'établissements en France. Alors eux, leur problématique était assez simple, c'est que n'avaient plus la possibilité auprès des manufactures. Excusez-moi, est-ce que vous entendez le son? Je m'excuse. Et on ne pouvait plus emmener des groupes complets au sein on leur a permis en fait de créer ce simulateur qui permet en fait de faire des embouteillages de jus dans des bouteilles en verre avec nous trouvons en fait tous les outils et tous les réglages
panne, puis démontage du dispositif et maintenance et nettoyage. Voilà, l'ensemble du processus est repris dans l'étape qui est proposée à l'apprenant, et en même temps, l'apprenant, lui, est immergé directement dans l'usine, c'est-à-dire que non seulement il a vraiment la découverte de l'usine, mais en plus, il pratique son futur métier. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour l'ensemble de ces jeunes qui, la plupart du temps, ne réalisaient qu'une seule visite d'établissement et juste pour voir ce qui se passait. Là, maintenant, ils font. Et ça a été relié aussi par un dispositif de borne qui permet de pratiquer ces expériences en réalité virtuelle en casque. Et en fait, les autres élèves visualisent ce que la personne fait au travers d'une borne interactive. C'est piloté par un formateur ici qui est en fait l'enseignant. Voilà. On peut passer au suivant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Nous, on a eu un petit problème de son là qui a pris un peu le pas sur la voix de Jérôme. Donc, s'il y a des problèmes s'il y a des questions par rapport à ce qui a été dit, si vous n'entendiez pas bien Jérôme, vous avez bien besoin d'avoir un petit peu plus d'explications, n'hésitez pas. Oui, tout à fait. Et si vous voulez aller plus loin aussi, ensemble, j'ai mis mes coordonnées en tout début du chat, hein, donc n'hésitez pas à me joindre. Second exemple, une compétence qui est la maintenance préventive et le dépannage. Et donc ça, c'est lié à des activités souvent dans le nucléaire, activités de démantèlement et de réalisation de services annexes pour l'exploitant, hein, donc services pour EDF. Alors là, en fait, de la même manière, vous avez en fait une activité qui est composée en fait d'un Kärcher, d'un nettoyeur haute pression, je vais dire, pas citer de marque, pardon. La personne est là en fond de piscine, hein, donc la piscine a été vidée et la personne intervient dans ce fond de piscine pour aller en fait nettoyer tous les corps résiduels suite à l'évacuation de l'eau de la piscine. Il y a parfois des particules d'eau radioactives qui se fixent sur les parois et donc cette personne-là va réaliser à la fois un nettoyage, puis un raclage, puis réaliser en fait des frottis sur les murs pour vérifier que le niveau de radioactivité est redescendu et que toutes les particules ont été évacuées. C'est un métier qui se pratique sous combinaison ventilée, et également avec un niveau de stress important, puisque vous avez vu qu'en fait, il y a un dosimètre sur le bras. Avec le Kärcher, il ne faut pas tirer trop parce que vous risqueriez d'avoir des particules qui retombent sur vous. Bref, il y a toute une technique qui est proposée et nous, on leur donne voilà, l'angle du Kärcher, le temps d'intervention, le respect de la procédure, etc., etc. Et donc, ça leur permet de s'entraîner sans risque. Ici, on est plus dans l'idée on est plus là dans la vigilance et l'identification et la gestion d'un risque avéré. En l'occurrence, par exemple, ici, nous montons un échafaudage et on va être confronté à des situations extrêmes, des situations qui, normalement, ne devraient jamais arriver, mais voilà, il y a toujours le facteur risque. Et donc, notamment, qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une activité sismique autour de la centrale. Donc, je suis sur mon échafaudage. Tout d'un coup, il y a un tremblement de terre. Comment je gère la chose. Voilà. Et donc là, j'ai tout un ensemble de procédures et de choses à faire et à respecter que je vais devoir mobiliser, sachant que la personne, on ne lui dit pas que effectivement, elle va vivre un tremblement de terre avant la formation. Elle va vivre en fait un processus de montage, démontage de moyens d'accès que vous voyez, un moyen d'accès, c'est-à-dire échafaudage dans l'industrie. Et à partir de là, on va déclencher quelque chose qui est tout à fait, qui est plus que rare là, hein, qui est vraiment extrêmement rare. Mais la personne a été formée tout au début sur ce qu'elle doit faire, mais finalement ne le voit plus par la suite. C'est un peu comme quand vous passez le permis de conduire, on vous forme à des tas de choses, mais la réalité du terrain fait que vous oubliez très très vite toutes ces procédures.
et bien là, elle va pouvoir la vivre de manière la plus réelle possible. Voilà, donc c'est toujours intéressant de valider que la compétence a été transmise et qu'elle a été surtout mémorisée. L'identification et gestion encore des risques. Alors là, on est sur l'outil dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, donc, on est sur notamment, par exemple, la gestion d'un disjoncteur avec une très forte puissance. On va pouvoir créer pour ces apprentis tout un ensemble de scènes et d'expériences qui vont permettre de se familiariser avec l'environnement. Donc là, on est dans le cadre de l'IFPRA. L'IFPRA est une école, éducation nationale également, école des métiers du nucléaire, en partenariat avec le groupe Orano pour la partie service et EDF pour la partie exploitation. Et donc voilà, ce jeune qui là est en cours de formation, il est à l'école, hein, il est au lycée, eh bien il va pouvoir réaliser tout un ensemble de choses qui sont des choses qu'il aura à faire quand il travaillera de manière concrète dans la centrale nucléaire, mais on veut lui faire vivre tout ça dès maintenant. Voilà, donc il doit réaliser tout un ensemble de tests. Là, c'est tout ce qui va être test au niveau radiologique. Ensuite, il va devoir réaliser des interventions. Et donc, il y a toutes les problématiques qui sont liées à l'environnement, liées à la sécurité et liées à sa déambulation au sein de l'atelier. Comment il va réaliser des tests, comment il s'approche de l'objet, comment il réalise là, ici un frottis sur une vanne. Voilà, etc., etc. Ah oui, pardon. Autre sujet, donc là, on ne sommes pas sur la découverte, là, nous sommes sur une confrontation à un risque avéré et qui est dans le cadre duquel je dois connaître une procédure. Alors, les procédures d'urgence, elles sont intéressantes. Les procédures d'urgence, elles sont intéressantes pour deux raisons. C'est qu'en fait, généralement, c'est quelque chose que vous allez expérimenter une seule fois, c'est-à-dire le jour où ça va véritablement se dérouler. Et un vrai départ de feu, on n'est pas dans le niveau d'angoisse de j'apprends ça de manière théorique à l'écran. Donc là, dans ces scénarios, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà dans un premier temps apprendre à utiliser l'extincteur de manière rationnelle. Vous voyez qu'ici, par exemple, on donne la distance à l'objet. Vous voyez qu'en fait, il y a des cibles avec au sol des marquages de couleurs. Donc, il y a une distance à laquelle on va pouvoir intervenir et une distance à laquelle c'est trop près. Là, je vais renverser la corbeille et je risque de faire un surincendie ou je suis trop loin et je n'arriverai pas à éteindre l'extincteur. Je dois aussi apprendre à utiliser le bon extincteur. Il y a des extincteurs à eau que je vous déconseille d'utiliser sur un armoire électrique pour l'éteindre et d'autres qui vont utiliser de la poudre. Il y a différents types de feux. Hein. On a vu donc une corbeille, on peut avoir une armoire électrique, on peut avoir également ici un feu sur des plaquettes de frein de camions et ça fait prendre feu les pneumatiques du camion. J'ai un temps d'intervention, puisque je peux ou pas éteindre l'incendie. Et par contre, je vais utiliser un vrai extincteur. Vous voyez ici, on propose à la personne un extincteur qui a été lesté avec du sable, hein, donc pour avoir le vrai poids dans la main. Il faut vraiment dégoupiller, il faut vraiment percuter. On a retour de son. Il faut vraiment actionner la gâchette avec plus ou moins de puissance. Il y a un potentiomètre qui a été utilisé dans cette gâchette. Et donc, on récupère vraiment tous les éléments plus proches de la réalité. Même l'objet est vraiment réel dans la main, de manière à ce que la personne puisse sentir la sensation d'utiliser un vrai extincteur. Naturellement, le feu est évolutif, hein, ça n'est pas seulement un petit feu, hein, que vous voyez là par exemple en bas. Si vous n'intervenez pas ou pas assez vite, ben, le feu grandit, puis la fumée se déploie sur le plafond, puis la fumée du plafond atteint une température qui fait qu'elle-même prend feu,
etc., etc. Donc, en fait, ça vous permet véritablement de comprendre les mécanismes et le temps dans lequel un incendie se propage, comment vous devez intervenir. Et naturellement, je n'en ai pas parlé, mais il y a aussi toute la procédure où vous devez aller actionner l'alerte, appeler les secours sur le numéro d'urgence, etc., etc., bien sûr. Ici, un autre exemple, c'est travailler le travail collaboratif. Alors là, on peut aligner en fait plusieurs apprenants et les plonger dans le même environnement. Alors ici, par exemple, une logistique, vous voyez que j'ai des gens qui vont plutôt travailler avec un chariot de catégorie 3, l'autre un chariot de catégorie 5. Je vais avoir ce qu'on appelle des pickers, ce sont des gens qui sont piétons, mais qui vont aller chercher des produits dans les allées pour reconstituer des colis. J'en ai d'autres qui vont recharger les allées. J'en ai d'autres qui vont créer des palettes, qui vont les préparer pour le départ camion. J'en ai d'autres qui, au contraire, reçoivent les palettes qui arrivent des camions pour pouvoir les dépalettiser et les reventiler dans le stock. Tous ces gens-là vont pouvoir travailler ensemble. Et c'est ça qui est intéressant, avec deux modes possibles. Un mode qui est un mode véritablement collaboratif. Donc, j'ai une mission à réaliser, il faut être 3 pour la faire. J'ai besoin de 3 compétences. Et ben, chacun va travailler sa vraie compétence au sein de l'environnement. Ensuite, le formateur, lui, a la possibilité soit d'observer via un module de supervision qui est sur tablette, qui permet de voir ce que chacun voit et de déclencher aussi un certain nombre d'événements, soit il va chausser son casque et il va partir avec les apprenants au sein de la halle et les accompagner dans leur mission et valider avec eux qu'ils soient capables de faire les choses comme il le faut, dans le temps qu'il faut et dans la spatialisation aussi qui va bien. Ces apprenants ont également un mode compétitif, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi réaliser la même mission, tous la même mission, mais naturellement en y ajoutant une forme de ludification via en fait une compétition qui est basée sur des éléments QCT, hein, coût, temps, qualité, et qui permettent en fait de jauger en fait de qui réalise la prestation la meilleure, que ce soit sur la durée, que ce soit sur la qualité de réalisation, et puis dans le respect des protocoles et sans casser de matériel ou d'objets clients. Alors, je vois qu'on est arrivé à l'heure, donc il nous reste deux petits exemples à vous montrer si vous le souhaitez. On vous montre là très rapidement excusez-moi, hop, un exemple là chez Renault, et on vous montrera un autre exemple aussi après dans la santé. On a vu que plusieurs personnes étaient issues du monde de la santé ici, donc on a voulu élargir un petit peu notre périmètre. Donc là, je te laisse présenter l'avant-dernier exemple et après on vous libère ou on est à votre écoute pour des questions. Voilà. Alors, cet exemple-là, je pourrais le développer plus en amont si vous le souhaitez, si vous voulez me contacter en direct. Là, on est chez Renault Industrie. Et donc, il s'agissait de former les personnes qui vont intervenir maintenant sur les moteurs électriques et notamment toutes les problématiques de consignation de ces moteurs, qui sont des moteurs potentiellement dangereux pour la santé des intervenants et des mécaniciens. Ils sont potentiellement mortels dans certaines conditions. Et donc, il était important de pouvoir retranscrire en fait des protocoles acquis de manière ancrée où je vais réaliser des gestes qui vont devenir des gestes automatiques, mais en même temps des gestes tout à fait en sécurité. C'est-à-dire on ne peut pas... il y a vraiment un protocole à respecter et il faut vraiment le respecter jusqu'au bout. Parce qu'en fait, là, dans l'exemple, en fait, ici, on va vraiment vous faire vivre l'électrocution. C'est-à-dire, si vous ne faites pas bien, si vous n'avez pas utilisé les bons outils et de la bonne manière, on va vraiment vous faire vivre une petite électrocution et une plus importante. Alors, et enfin, un dernier exemple où ici, en fait, nous sommes dans un service de réanimation avec donc un espace qui est réservé aux patients et aux soignants, et puis une salle d'attente dans laquelle toute la famille attend, parce que généralement, quand on est en réanimation, c'est que
les conditions de survie de la personne sont engagées. Par contre, ça peut être extrêmement stressant de vivre ça depuis la salle d'attente où on ne voit pas ce qui se passe, on ne sait pas comment la personne est soignée, comment ça évolue, etc., etc. Et donc, pour aider à la compréhension de cela et aider aussi euh, à baisser le niveau de stress de ces personnes en attente, eh bien, on va leur faire vivre le service. Et donc, via des casques, en fait, ils ont la possibilité. Alors là, on est en image 360, c'est-à-dire de la vraie image, mais tournée avec des caméras 360 degrés. Et en fait, on va vivre totalement le service. On va voir comment ça se passe. On va voir comment les gens sont soignés, tous les matériels qui sont mobilisés, les processus également, et on va comprendre pourquoi effectivement on n'a pas toutes les 5 minutes un personnel de soins qui vient vous dire comment va votre parent, puisqu'en fait ils sont tous mobilisés pour sa survie, et donc voilà, ça permet en fait de créer en fait une sorte d'outil pour mieux comprendre comment ça se passe, et de médiation. Et puis il y a un deuxième outil qui a été créé qui lui est plus là pour permettre à des personnes de travailler leur stress. En fait, nous avons créé des expériences immersives basées sur des exercices de sophrologie et qui permettent effectivement d'aider à équilibrer, on va dire, Nous les voici dans émotions les couloirs d'un service de réanimation. Je vous invite à vous déplacer et à découvrir les différentes parties de ce service. Donc là, pour montrer juste un peu le premier volet de l'immersion, alors même si c'est succinct, mais vous verrez après la partie un petit peu sophro aussi. Nous sommes dans la salle d'attente. Cliquez sur chaque icône pour en découvrir davantage. Bon, et là, voilà Profitez de l'environnement qui vous entoure, du paysage et des sons de la nature. Ça, ce sont des exercices qui ont été naturellement Lorsque vous vous produits sentirez avec prêt, des sophrologues. vous pouvez lancer l'exercice de relaxation. C'est conçu avec eux. Et tout est pondéré, on va dire, calibré par des sophrologues. Bonjour. Je vous propose de vous détendre et de revenir à vous-même, ici et maintenant. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. Pour cela, vous vous installez confortablement dans si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas à le faire via le chat. Je suis à votre disposition naturellement pour pousser un peu la discussion. On a vu vraiment l'intérêt en fait du dispositif Immersive Learning au travers effectivement d'exemples dans la productivité, la sécurité, l'attractivité, et aussi le volet économique qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, créer des expériences immersives, ce n'est plus du tout, ce sont plus des budgets faramineux. On peut vraiment créer des choses de manière tout à fait économique, et plus on crée d'expériences dans les mêmes environnements, plus ça devient économique. Vous avez vu tout à l'heure, on travaille beaucoup dans le nucléaire. Tous les environnements nucléaires, nous les possédons en 3D. Eh bien, fatalement, quand on a besoin de créer un nouveau scénario, nous avons déjà tous les environnements, toute la modélisation est faite. Il s'agit simplement de développer l'action. Et donc, ça devient aussi quelque chose de tout à fait intéressant économiquement par rapport à un processus présentiel, par exemple. Alors, on a une question justement. Cela devient économique, mais j'imagine que la création de scénarios est chronophage. Alors, pour la création de scénarios, en fait, nous avons en interne des ingénieurs pédagogiques dont c'est le métier, qui ont l'habitude, qui connaissent très bien les outils, qui connaissent la technique, et qui connaissent très bien aussi la pédagogie, ce qui fait que en fait, nos collaborateurs accompagnent les professionnels de terrain, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils soient experts métiers, qu'ils soient ingénieurs pédagogues internes aux entreprises avec qui on travaille. Et la scénarisation n'est donc pas spécifiquement quelque chose de chronophage, parce qu'ils ont l'habitude de le réaliser. On possède également tout un ensemble de bases, de grilles, d'outils qui nous permettent d'aller vite dans
dans la scénarisation, tout en n'oubliant rien, les feedbacks, le mode d'évaluation, les actions par action, le son, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, avec ce type d'outil, ça permet d'avancer assez vite sur la scénarisation. La scénarisation peut être chronophage à partir du moment où on n'a pas en face d'experts. C'est-à-dire que si, par exemple, effectivement, vous vouliez créer un scénario immersif sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, qui est un nouveau sujet, qui est un sujet qui nécessite d'aller chercher les experts, là, ça peut être compliqué si ces experts n'ont aucune notion et aucune connaissance des modalités de l'immersif. Voilà, donc, mais de manière générale, nous possédons les outils qui vont bien. Donc, c'est vraiment une question de méthode pour que ça se passe bien. Alors, on a plusieurs autres questions. La technologie immersive dont vous avez parlé pour le suivi des soins hospitaliers est bien la vidéo 360. Cette technologie est-elle beaucoup utilisée aujourd'hui? Et ensuite, oui, c'est tout à fait. Voilà. Ouais, vas-y. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Donc là, nous sommes sur une technologie prise de vue 360 degrés, donc qui peut être fait assez facilement. Il y a des caméras qui existent maintenant pour faire ça. Sinon, il y a aussi des professionnels qui peuvent le faire. Et ensuite, on va venir placer en fait des commentaires, on va venir placer des inputs et des bullet points qui permettent d'aller plus loin sur telle chose, donner des informations, compléter ce qu'on est en train de voir par quelque chose d'autre, créer des interactions aussi. On peut scénariser les vidéos 360. Donc voilà, on va dire que c'est un côté économique parce qu'on n'est pas obligé de remodéliser les environnements. Voilà, ça peut être un premier pas dans la découverte. Par contre, ça ne permettra pas d'enlever le capot du moteur et puis de voir ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Ça, on ne pourra pas le faire en 360. Combien de temps pour un module classique de prise de décision de 5 minutes d'immersion, par exemple? Alors là, c'est un petit peu... je te laisse répondre, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Oui, alors, combien de temps pour un module classique de prise, combien de temps de conception, donc j'imagine, Alexandra, c'est ça, hein, combien faut-il pour concevoir le 5 minutes d'expérience? Alors, on va dire que si le sujet est maîtrisé, en l'occurrence, si par exemple vous travaillez dans le monde, je sais pas moi, dans un monde hospitalier, là le sujet est pour nous extrêmement maîtrisé, auquel cas il va falloir créer le scénario, créer les médias, créer les images et le son, puis créer les interactions et enfin intégrer tout ça dans un outil qui va permettre d'être diffusé vers les apprenants. Donc tout ça, en fait, je veux dire qu'aujourd'hui, qu'on crée 15 minutes ou 5 minutes d'immersion, la différence ne va pas être forcément énorme. On va dire que pour créer ces 5 premières minutes, il faut compter à peu près 2 mois de travail pour pouvoir les produire. Mais si vous souhaitez 15 minutes, ça ne sera pas 2 mois de plus. Hein. Ça sera peut-être 15 jours de plus, puisque une fois que la modélisation est faite, si on est toujours dans les mêmes environnements, on est dans les mêmes types d'interactions, même type de personnages, gameplay entre guillemets, et donc pensez vraiment non pas le coût de la minute, que le coût de la minute, mais pensez plutôt à qu'est-ce qui crée le coût de mon expérience immersive. Et donc, élément 1, la modélisation. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que les environnements existent déjà? Est-ce que je peux les récupérer? Est-ce que je peux les acheter sur Internet? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'achètent aussi. 2, est-ce que j'ai du son? De quelle manière? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste des voix off, des voix off pilotées par une IA, ça coûte très peu cher. Si ce sont des voix naturelles, ça coûte un peu plus cher. Si je suis en une langue, c'est pas pareil que si je dois réaliser l'expérience en 8 langues. Puis le son, est-ce qu'il est spatialisé? Est-ce que j'ai beaucoup ou pas de trucage sonore?
Ensuite, la profondeur de scénario. Est-ce que j'ai un seul scénario ou plusieurs? Et dans ces scénarios, quelle est la profondeur du storyboard? Je peux avoir une expérience qui consiste à prendre un ordre de la part de mon chef. Ensuite, deuxième scénario, je déambule jusque la machine sur laquelle je dois intervenir. Troisième scénario, je dois mettre en route la machine. Quatrième scénario, je vérifie les réglages. Cinquième, je vais intervenir sur une panne. Sixième, je quitte mon poste et donc j'ai tout un ensemble aussi de choses à faire et à transmettre à la personne qui va arriver pour le poste suivant. Voilà, vous voyez, en fait, on peut tout décomposer. Mais plus l'environnement existe déjà, plus on peut récupérer d'éléments, moins effectivement cela va engendrer de coûts. Jérôme, je me permets alors je fais un petit partage d'écran parce qu'on a des questions sur le coût parce que Joël nous demande un peu un exemple de budget justement. On parlait alors est-ce que c'était pour la visite virtuelle, est-ce que c'est pour la conception d'un dispositif VR? Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je me permets juste de reprendre peut-être 5 minutes pour revenir sur cette slide qu'on avait faite sur un précédent webinaire sur le coût de la formation, enfin d'une formation immersive et par rapport à une formation présentielle notamment, en fait. Hein. Oui, tout à fait. En fait, il est clair que pour créer la première expérience immersive du premier apprenant sur la première minute, le coût va être plus élevé qu'une formation présentielle, c'est sûr. Parce qu'on va devoir remodéliser les environnements. Je viens d'expliquer tout ça, hein. Je vais pas le refaire. Mais par contre, très vite, on va pouvoir standardiser la formation. Très vite, on va pouvoir dupliquer assez facilement cette formation pour d'autres apprenants. Et donc là, les coûts baissent énormément alors qu'en présentiel, on reste stable. Un groupe de 8 personnes à former, ça reste un groupe de 8 personnes et le groupe d'après coûtera le même prix. Et puis, on a une formation qui peut être disponible H24, 365 jours par an, qui permet de faire de la remontée d'informations plateforme LMS pour pouvoir aussi suivre facilement ces apprenants et les évaluer. Bref, très vite, en fait, l'outil digital, on y trouve un intérêt et son coût baisse très largement sur naturellement le volume d'apprenants et le volume de scénarios créés dans le même environnement. Alors, quand on parle de coût, du coup, Jérôme, est-ce que, comme le demande Joël, du coup, est-ce que on parle de l'ordre de 10 000, de 100 000 ou d'1 million d'euros? Qu'est-ce que c'est qu'un coût élevé? Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut indiquer un peu une marge, voilà, à nos participants? Alors, oui, non, c'est effectivement extrêmement compliqué de vous donner un tarif, mais on va peut-être essayer de faire quelque chose qui va taper un peu au milieu pour vous donner un peu une idée. Alors déjà, il faut vous rappeler une chose, c'est qu'en temps de formation en immersif, on divise par 4 le temps de formation par rapport à un présentiel. Donc ça veut dire que une expérience d'1 heure en présentiel, on va être sur une expérience de à peu près 15 minutes en casque. Déjà, c'est un élément important, hein, puisque effectivement, il ne faut pas penser le volume de temps comme on le pense en présentiel du tout. Pour vous donner une idée, un dispositif de formation en e-learning qui en présentiel dure 7 jours, en digital, on va le ramener à 4 modules d'1 heure. Hein. Donc, il faut vous donner cette idée-là. Hein. C'est-à-dire que c'est important dans la perception. Une expérience immersive. On va dire que si l'environnement, nous en possédons déjà une partie et qu'il suffit simplement d'aller personnaliser un certain nombre de choses. Si on est par exemple sur des personnages qui entrent en relation et qui discutent autour d'un protocole, d'un processus, si ensuite la personne doit aller réaliser un certain nombre de gestes sur un patient, par exemple, hein, réaliser un soin, ou repartons sur notre procédure de transfusion parce qu'elle est bien identifiée, c'est protocolé. Donc, j'ai pris mes renseignements, j'ai reçu ma poche de sang, j'ai tout ça sur ma paillasse, je vais au lit du patient, je l'ai interrogé, etc., etc.
je réalise mon test ultime au lit du patient pour valider que le sang du patient est tout à fait compatible avec la poche que je viens de recevoir. Je réalise la transfusion, je surveille mon patient pour voir s'il ne fait pas des réactions indésirables. Et bien voilà, là on a un scénario complet qui est le scénario je transfuse, qui est divisé en peut-être 6 ou 7 séquences qui vont correspondre à des séquences de 5 à 10 minutes à chaque fois. Donc on va être sur un volume total de peut-être 45 minutes de formation en immersif. Eh bien, là, on peut arriver sur à peu près des formats aux alentours de 2 000 € de la minute pour le coût de réalisation de l'outil. Voilà, ça vous donne une idée après du dispositif, s'il dure 20 minutes, s'il dure 45 minutes, c'est pas tout à fait la même chose. Mais nous ne sommes plus sur des coûts tels qu'ils existaient encore il y a 4-5 ans. Où il n'y a quasiment plus de dossiers qui dépassent aujourd'hui les 100 000 €. On est plutôt sur des budgets aux alentours entre 30 et 50 000 €. Ça, c'est la norme aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que Thierry veut peut-être intervenir sur des choses qui ont été dites? Sinon, on vous libère. Non, c'est bon pour moi, merci. C'était extrêmement clair et je n'ai rien à rajouter. Bon, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. Et puis, les coordonnées de Jérôme donc, sont indiquées sur la slide. J'ai volontairement remis cette dernière slide. Donc, vous avez son portable, son adresse email, et puis on se tient à votre disposition voilà, pour répondre à des questions peut-être plus personnalisées par mail ou téléphone. Oui, le téléphone se prêtera mieux à la diffusion d'informations un peu plus confidentielles, on va dire, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas donner trop de renseignements sur des dispositifs privés. Je ne peux pas vous dire de vous donner le prix du dispositif Bridgestone comme ça. Enfin, naturellement, c'est une donnée confidentielle. Je peux vous parler par contre des choses publiques qu'on a fait pour la PHP, par exemple. Je peux en parler puisque c'est public et ça fait l'objet d'un appel d'offres. Et je me suis permis de remettre un lien vers le guide parce que je ne sais pas si les personnes qui sont connectées au début, après, l'ont eu dans le chat. Parfait, merci à tous. Le replay est disponible, sera disponible dès la fin du webinaire. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne pour vous tenir informé des prochains webinaires qu'on organise. On en organise un par mois à peu près. Donc, voilà. Merci à tous. Oui, bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.